Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Aizzelbah. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci d'être là avec nous et d'être là. C'est peut-être pour votre rentrée politique aussi. À chacun sa rentrée politique, mais la politique au sens large. Ce n'est pas uniquement la politique partisane, mais la politique au sens large. Parce qu'on cible la politique d'abord, mais il faut être acteur. Justement, on va revenir largement là-dessus. Aizzelbah, je rappelle, ancien ministre, président de l'association Mubadara, les Patriotes d'abord, et également conseiller en investissement. Ça, c'est mon côté professionnel que je mène. Qui vous permet de vivre aujourd'hui? J'essaie. Hein? J'essaie d'attirer pas mal d'investissements au Maroc, et surtout des investissements dans certains secteurs que je qualifie d'humains. Le tourisme pour la classe moyenne, l'agroalimentaire, la logistique. On y reviendra largement avec vous, Aizzelbah. Première round, donc thématique avec vous. Rentrée politique aux politiques sans rentrée. Vous nous direz ce que vous en pensez par rapport à une conjoncture aujourd'hui, une atmosphère ambiante qui laisse penser, en tout cas, qu'il y a une espèce de décrochage et qu'il n'y a pas forcément de rentrée politique. Donc, que pense Aizzelbah de cette thématique? Deuxième round, on ira sur le terrain économique et social, cherté de la vie. Premier sujet de préoccupation de nos concitoyens. Est-ce que vous considérez que c'est une réalité figée ou une fatalité? Vous me direz également ce que vous en pensez. Et enfin, une troisième round, ce mouvement que vous avez créé il y a à peu près 2 ans, je crois que c'était en 2022, Al-Mubadara, la patrie d'abord, un mouvement de quelle mouvance? Avec un point d'interrogation. Premier round, rentrée politique ou politique sans rentrée, selon vous, Aizzelbah? Je crois qu'on a besoin d'avoir une rentrée politique. Vu les circonstances, vu aussi les indicateurs aujourd'hui au niveau social et économique, on a besoin d'une vraie rentrée politique. Mais sans oublier, bien sûr, qu'on a vécu une période d'assainissement politique. C'est-à-dire les affaires d'élus politiques et de responsables politiques? Bien sûr, mais aujourd'hui, s'il y a une rentrée politique, c'est une rentrée d'abord des partis politiques qui ont besoin de se réformer. On en a besoin. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place une charte entre parenthèses parlementaire, ça veut dire une charte déontologique, d'éthique au sein des partis politiques, parce que, je m'excuse de le dire, une partie de l'élite aujourd'hui politique et même dans élus, ils sont taxés de mise de qualité et de corruption. Donc on a besoin d'avoir une vraie rentrée politique. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Ou les élus qui n'ont pas le sens de l'éthique, élites corrompues, on l'a vu chaque fois qu'il y a un rapport de la Cour des comptes d'ailleurs, on voit les élus qui sont épinglés pour mauvaise gestion de deniers publics. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Toute tendance politique confondue. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais quand même, on est dans une situation flagrante. Aujourd'hui, on est en train de parler de dizaines, sinon de centaines. Donc, on a besoin que les partis politiques se réforment. Les partis politiques ont intérêt à présenter à notre pays, cher pays, donc une élite, donc moins, si vous voulez, moins corrompue, mais une élite moins corrompue ou pas corrompue du tout? Qui sont au service de l'État et au service du peuple et des intérêts des populations. C'est relatif. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une élite qui réfléchit bien, une élite qui, en quelque sorte, qui peut présenter des solutions à la population marocaine, mais qui honore les engagements et qui honore, bien sûr, les institutions dans lesquelles ils sont. Moi, je crois qu'on a besoin d'une élite active. Mais cette rentrée politique pour vous aujourd'hui, est-ce que vous, par rapport au comportement des partis politiques aujourd'hui, des 3 partis qui sont dans la majorité, majorité dirigée, pilotée essentiellement par un parti qui est le RNI, est-ce que c'est une rentrée politique que vous considérez effectivement qui peut être annonciatrice de messages et d'actions? Est-ce qu'on est dans l'inaction et l'inertie? Quel qualificatif pour vous? D'abord, on a des enjeux. Comme j'ai dit, le premier enjeu, c'est question d'éthique politique, mais le deuxième enjeu, il y a aujourd'hui pas mal de questionnements au niveau économique, au niveau social. Sur lequel on va revenir. Mais on a besoin d'avoir des réponses. Donc aujourd'hui, les partis politiques sont obligés. Maintenant, est-ce que les partis politiques vont répondre favorablement à c'est-à-dire à cet enjeu, ou bien ils vont continuer comme ça dans Selon vous, moi, je crois qu'il y a un débat au sein des partis politiques parce que quand même, ils ont intérêt à changer leur conduite. Est-ce qu'il y a 2 camps de pensée qui considèrent qu'il faut un remaniement ministériel pour une reconfiguration due à la fois des responsables politiques aux responsabilités et à la fois une reconfiguration des départements ministériels? Vous faites partie de ceux qui disent qu'il reste 2 ans avant les prochaines élections et un remaniement ne servira à rien. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin d'un remaniement technique. Ça veut dire changer les départements, ajouter des secrétariats d'État. Ça, c'est des remaniements techniques. Moi, je crois qu'on a besoin d'un remaniement politique. On a besoin d'avoir des personnes qui sont actives, qui communiquent bien avec les Marocains, qui expliquent bien les décisions qu'ils prennent.
Parce qu'on en a besoin aujourd'hui, on prend des décisions mais sans explication, sans communication. On a besoin aujourd'hui à ce que les Marocains sentent que l'État est présent, parce que quand même aujourd'hui les gens se demandent où est l'État, où sont les institutions, quand on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment un problème social et un problème économique. Donc on a besoin des ministres qui prennent des décisions, qui en assument la responsabilité, oui. Mais on a besoin aussi des ministres et des Est-ce que vous avez en tête des départements ministériels ou des ministres qui sont aujourd'hui aux responsabilités qui ne font pas le job, qui effectivement sont en tout cas défaillants? Ah, c'est une question, peut-être il va falloir se jeter à l'eau sans forcément de bouée et de masque et de tubes oxygène. Mais sincèrement, voilà. je ne suis plus dans la politique partisane, je suis dans la politique globale. Je crois que la moitié des ministres méritent d'être... C'est-à-dire que vous, Aizzerbeh, qui fait sa rentrée politique aujourd'hui au sein de l'ODJ TV Radio, dit que sur le volume de ministres actuels au sein du gouvernement, il y en a 50%. Presque 50%. 50%. Presque 50%. Vous avez... Domaine social et économique, et même dans d'autres domaines qui ne sont pas de ce genre. Donc moi je crois qu'on en a besoin. Comme j'ai dit, on a besoin de communiquer mieux avec les Marocains. On a besoin d'avoir des réponses à ces différents questionnements. Et on a besoin de s'attaquer à des enjeux qui sont énormes. Mais on a besoin aussi d'avoir une chaleur dans la vie politique, parce qu'il y a aujourd'hui une démission quasi totale au sein de l'élite marocaine. Aujourd'hui, les gens ne sont plus intéressés par le Parlement, ce qui se passe dans le Parlement. Ils sont en train de se poser les questions, comme j'ai dit, où est l'État, où sont les institutions, pour qu'ils puissent faire un peu d'équilibre. Justement, j'ai la chance d'avoir... On a besoin de ça. J'ai la chance d'avoir Aizzerbeh qui fait ça, donc une fois de plus, sa rentrée politique au sein de l'ODJ TV Radio. Mais vous avez politique globale. Politique globale. Je suis plus dis ça, la chance, c'est vous avez été, vous, ministre, dans 2 gouvernements. On est bien d'accord? Oui. Donc vous connaissez les arcanes. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a l'effondrement du débat public, quasiment plus de communication entre les ministres, le gouvernement qui est aux responsabilités avec ses ministres, femmes et hommes confondus, et le peuple? Mais est-ce que lorsque vous étiez ministre, est-ce qu'il y avait c'était plus dynamique, il y avait des prises de parole? Qu'est-ce qui se passe par rapport, sincèrement, si vous devez faire un parallèle? On avait une dynamique incroyable au niveau local et au niveau national. On avait un débat au sein des institutions, au sein du Parlement, au sein des collectivités locales. On avait même un débat au niveau public. Il y avait un débat, il y avait quand même une certaine chaleur dans la vie politique. Et de toute façon, l'essentiel, c'est quand le gouvernement prenne une décision, quand il y a des enjeux, quand il y a même des choses qui dépassent le gouvernement, il faut expliquer, il faut communiquer, il faut débattre, il faut créer cette... Moi, je crois qu'on a besoin de revoir ça. Sinon, on aura un froid politique, entre parenthèses, mais on aura une démission de l'élite qui n'est pas, sincèrement, qui est dangereuse. Moi, je dis qu'il est dangereuse. Avant qu'on passe au deuxième round, Aizzerbeh, est-ce que vous considérez que les ministres actuels, pour ceux qui ne communiquent pas ou ne communiquent pas suffisamment, est-ce que pour vous c'est une faute politique? Moi, je crois que parmi les erreurs commises dans la vie politique, c'est qu'on considère qu'un poste ministériel, c'est un poste technique. C'est loin de ça. C'est d'abord un poste politique? C'est un poste politique, c'est un poste stratégique. On a les techniciens. Alhamdulillah, au Maroc, on a les meilleurs techniciens. On a le génie marocain dans l'administration, on a le génie marocain dans les collectivités locales, on a le génie marocain dans les établissements publics, on a même le génie marocain dans le privé. Donc, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique, stratégique. On a besoin des ministres qui sont visionnaires, on a besoin des ministres qui, en quelque sorte, qui questionnent le système, qui questionnent les stratégies, ils peuvent apporter quelque chose, mais on a besoin des ministres qui affrontent le public, qui affrontent qui défendent les leurs médias, idées. qui défendent les idées. Et je crois qu'on a besoin de ça parce que, quand même, comme j'ai dit, aujourd'hui, ce décalage ou ce gap entre le public et entre la politique, ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Dernière question. Le profil du chef de gouvernement, est-ce qu'il est aussi à l'origine de cette situation-là? Nabil Ben Abdallah, secrétaire général du PPS, voilà, cette exprimation est un critique vis-à-vis du gouvernement et du chef de gouvernement, en disant, voilà, sur le terrain des libertés, essentiellement. Alors, je ne veux pas parce engager... que vous avez fait partie d'un gouvernement où Aït Zarnouch faisait partie. Je ne veux pas engager le Mobadara dans ce sens, mais je crois que le chef de gouvernement a besoin d'avoir plus de communication, plus de présence politique. C'est-à-dire être mieux entouré ou se réinventer? Moi, je ne connais pas les conseillers, mais il faut avoir des conseillers qui ajoutent un peu d'ingrédients politiques dans le discours du chef de gouvernement. En tout cas, Aizzerbeh, lui, il appelle à ce qu'il y ait un remaniement à hauteur de 50%
du C'est gouvernement mon point de vue. actuel, c'est-à-dire pas un relifting, mais quelque chose de beaucoup plus large. Mais c'est l'Alliance qui va décider, finalement c'est Sa Majesté qui va décider, bien sûr, ça, c'est votre... Mais sur mon point de vue, je crois que les 2 années à venir, on a beaucoup d'enjeux, on a beaucoup de questionnements, on a beaucoup de problèmes. Et on a des stratégies à mettre en place et on a des stratégies à mettre en œuvre. Donc je crois qu'on a besoin d'avoir une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique enclenchée, donc avec un remaniement relativement large. Chaque 3 ans, on insuffle une nouvelle dynamique. Sauf que là, vous dites, sauf que Aïssebah, lui, son point de vue, c'est d'avoir un remaniement qui soit très large et non pas juste un relifting. C'est votre point de vue et ça n'engage que vous, en tout cas. Deuxième round. Si je peux résumer sa taxe, c'est d'avoir plus de dynamique pour quand même éliminer ce gap entre le public et la politique. Deuxième round, cherté de la vie, sujet de préoccupation majeure de l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Réalité ou fatalité, le discours de l'exécutif, c'est-à-dire voilà, nous on fait ce qu'on peut. Il y a eu le post-Covid, il y a eu la poussée inflationniste, il y a eu donc la cherté des intrants, la cherté des produits semi-transformés. Il y a ensuite la guerre en Ukraine, il y a ensuite les tensions au niveau du Moyen-Orient. Donc on fait ce qu'on peut. Grosso modo, sans caricaturer le discours de l'exécutif, c'est celui-ci. Est-ce que vous considérez qu'effectivement cet exécutif fait ce qu'il peut, ou ne fait pas suffisamment, ou ne fait pas du tout pour améliorer, en tout cas réduire l'impact de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat? Alors, on a pas mal de thèmes dans cet axe. Hein. Il y a le coût de vie ou bien la cherté de vie, mais je crois qu'on a d'autres thèmes. On a la jeunesse, on a l'eau, on a la sécurité alimentaire, on a le coût de la famille. Donc, on a énormément de dossiers caractère social et économique qui ont besoin aujourd'hui de réponses, qui ont besoin de solutions. Moi, je considère qu'il y a, dans tout ce que tu viens de dire, il y a de la réalité. Et moi, je confirme, quand même, quand il y a des guerres au niveau mondial, quand la logistique aujourd'hui souffre et qui est devenue plus chère, c'est surtout la logistique maritime, quand on a le Covid et le post-Covid, certainement, il y a des impacts au niveau social et économique dans tous les pays, et surtout les pays qui émergent comme le Maroc. Mais quand même, moi, je considère qu'il y a des choses artificielles. On fait moins de contrôle. Je donne un exemple. Auparavant, quand il y a un produit qui est essentiel et qu'on augmente le prix de 50 centimes, il y a toute une, comme j'ai dit, une organisation qui se met organisation au niveau du chef du gouvernement, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère du Commerce, au niveau des gouverneurs, des wali. Sincèrement, je ne vois pas ça. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la fluctuation, sur les prix, on les voit, les prix de la viande, des œufs, des produits de consommation alimentaire de base ont flambé, et extrêmement volatiles. Vous dites-vous, de votre temps, lorsque vous étiez aux responsabilités, lorsqu'il y avait une hausse de prix? Pas uniquement les 10 années, les 2 gouvernements passés, mais il y a aussi, depuis Sejto, depuis même Abbas el-Fassi, et même avant, quand il y avait cette situation, il y avait des réunions, il y avait des dynamiques, il y avait des contrôles, et on cherche des solutions. On peut trouver des solutions. Quand même, le génie marocain, il peut trouver des solutions à ça. Vous dites que là, face à l'inflation et la cherté des prix, vous dites que là, cette fois-ci... Je vais vous donner un exemple. Oui. Aujourd'hui, on est à 13 à peu près dirhams pour le gasoil. Moi, je considère, si on agit mieux, on peut avoir autour de 11 dirhams. Ça veut dire qu'on a la possibilité de réduire. Est-ce que ça veut dire qu'Aïssebah, directement ou indirectement, il est en train de dire aussi que sur le carburant, d'ailleurs, j'ai vu que les prix ont légèrement baissé de quelques centimes la tendance depuis le 1er septembre. J'espère. Oui, voilà. En fait, on pourrait avoir plus en termes de baisse. On peut avoir plus. Pourquoi on n'a pas plus? On peut avoir plus. Maintenant, non, mais pourquoi on n'a pas plus? Est-ce que c'est parce qu'il y a une libéralisation des hydrocarbures qui font que aujourd'hui, c'est l'offre et la demande Pas uniquement ça, parce que la libéralisation a été depuis 2015. Oui. Et il y avait quand même d'autres circonstances qui pouvaient augmenter, qui pouvaient être la cause d'augmentation des prix, mais il y avait quand même une présence, je le dis, des institutions, du gouvernement, du système de contrôle, du système qui en quelque sorte qui régule. Ce qui fait qu'on peut augmenter un petit peu, mais pas à ce niveau-là. Donc cette fois, là vous dites, moi, je crois que cet écosystème n'existe plus aujourd'hui, c'est pour réguler l'inflation, la cherté des prix en tout cas. Moi je suis franc, oui. Je crois que les coûts aujourd'hui, il y a une partie due aux circonstances, mais il y a une partie, à mon avis, artificielle. Il faut agir. Il faut agir, est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi l'exécutif qui laisse faire aussi? Je peux pas non. Qui laisserait faire
volontairement ou involontairement, on va dire, certains acteurs et qui font que on se retrouve aujourd'hui avec des prix qui restent trop élevés pour les populations et les ménages je peux pas au nom d'une idéologie qui s'appelle le libéralisme. Le Maroc a choisi le libéralisme social, ça veut dire le libéralisme régulé. Régulé. Je ne peux pas aller plus loin pour accuser, si vous voulez, l'exécutif, pour dire qu'il est complice. Mais je dis qu'il faut faire mieux pour qu'on puisse donc avoir des prix qui sont abordables. Est-ce que pour vous, Aizerblah, il faut actionner l'article qui permet de plafonner les prix sur une certaine durée, de 6 mois, renouvelable, article 4, est-ce que vous faites partie de ceux, Aizerblah, qui disent, voilà, aujourd'hui, même si l'inflation, il y a une décélération de l'inflation, les prix restent élevés et extrêmement volatiles. C'était mon point de vue depuis longtemps. Oui. J'étais ministre de l'Énergie et j'avais appelé à créer un système de régulation des prix, surtout pour les produits qui sont, si vous voulez, de large consommation. Et surtout qui concernent la population, si vous voulez, entre parenthèses, classe moyenne et inférieure. Donc, pas uniquement les prix. Il y a des prix qui sont régulés par la loi, par des textes, mais quand même, il faut avoir un système qui permet d'intervenir pour qu'on puisse être sur, si vous voulez, un plafond qui est acceptable. Et moi, je crois qu'on a besoin de mettre ça par jour. On a les médicaments, on a le transport, on a les produits alimentaires, on a le gasoil. Ce sont des produits de première nécessité pour les Marocains. Donc, on a besoin d'avoir un système de régulation. Ce système de régulation, on peut le mettre en place. Pas de plafonnement des prix à la pompe, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ça peut être le plafonnement, comme ça peut être autre chose. Moi, je crois que l'État a les moyens de réguler. Il y a des moyens qui sont formels, institutionnels, mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. En même temps, l'État et l'exécutif qui est aux responsabilités dit, moi aussi, j'ai le financement de l'État social et des politiques sociales. C'est 26 milliards de dirhams d'ailleurs qui ont été mobilisés dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Donc j'ai besoin en financement et j'ai besoin d'avoir des recettes fiscales. C'est pas vous que je veux dire, vous êtes mieux placé que moi. J'ai besoin d'avoir des recettes fiscales pour pouvoir financer la politique sociale et l'État social. Donc, est-ce que le timing est bon, selon vous, pour commencer effectivement? C'est un grand défi pour l'État, c'est un grand défi pour l'exécutif. On n'a pas uniquement cette question de couverture sociale et, entre parenthèses, d'accompagnement global des couches diminuées, mais on a aussi des enjeux, on a aussi des rendez-vous pour lesquels il faut bien préparer, comme la Coupe du Monde. Moi, je crois qu'on a besoin beaucoup de financement, mais ça ne peut pas venir uniquement de la fiscalité. Donc, il faut qu'on innove. Oui, c'est-à-dire que si ça ne vient pas de la fiscalité, ça vient de l'endettement. Moi, je crois ça vient de l'endettement si on n'augmente pas les impôts? Non. Ou si on n'élargit pas l'assiette et qu'on n'augmente pas les recettes fiscales, est-ce que le seul levier qui reste, c'est celui du s'endetter et de l'endettement? Maintenant, donc l'endettement, il doit être plafonné. Comme tout, donc déjà, c'est le cas dans notre pays. Donc il faut toujours plafonner l'endettement. On peut aller à un niveau supérieur parce que... Il est plafonné à 70% du PIB. Et surtout que le Maroc a choisi l'endettement en faveur de l'investissement. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a un retour sur l'endettement. Mais des fois, on emprunte pour rembourser l'endettement. C'est un débat ancien. Ça veut dire qu'il faut encourager des activités qui créent plus de recettes pour l'État. Pas uniquement les recettes fiscales. On a aujourd'hui des sociétés publiques, aujourd'hui qui innovent, comme l'OCP, mais on a d'autres. Moi, je crois que... Vous êtes pour la privatisation, l'ouverture du capital et des acteurs privés? Je rappelle que vous avez aussi... Je suis pour l'ouverture, moi je suis pour le partenariat public-privé. Moi, sincèrement, j'étais ministre de l'équipement et du transport. J'étais toujours pour le partenariat public-privé. Il y a certaines infrastructures qui doivent être faites par le privé. On n'a pas besoin. Il y a des pays qui ont... Quel privé? Le privé marocain ou le privé ou des financements qui viennent de l'extérieur? On le voit à travers le monde. C'est des fonds d'investissement et de pension américains ou chinois. Je suis pour la préférence nationale. Il y a de l'argent. Il y a le financement au niveau local. Il faut uniquement de la confiance. Il y a des Marocains qui sont capables de construire des infrastructures et les gérer pendant 30 ans, comme les aéroports, comme les quais, comme les ports, comme les autoroutes, comme les chemins de fer. Donc, à mon avis, on n'a pas beaucoup d'argent pour les mettre dans les infrastructures, mais on en a besoin. Donc, il faut chercher une alternative. L'alternative, ce n'est pas l'endettement, mais l'alternative, c'est de trouver des partenaires privés qui sont capables de construire ces infrastructures et gérer pendant 30 ans, et on trouvera la formule. Et le cas le plus visible, c'est le cas du Portugal. Ils ont pu aller dans ce sens, et ils ont créé plus de valeur ajoutée à travers ces infrastructures, mais ils ont créé plus de dynamique et d'investissement. Moi, je crois qu'il y a certaines infrastructures publiques qui peuvent être faites dans le cadre du partenariat public-privé. En tout cas, l'ouverture du capital d'une institution, d'une compagnie comme la RAM, par exemple, que vous connaissez très bien. Il faut chercher un partenaire stratégique. On avait commencé en
2013-2014. On avait commencé, peut-être il y avait 3 candidats. C'est de trouver un partenaire stratégique. Qui est un partenaire stratégique? Ça veut dire qu'il peut apporter une valeur ajoutée dans le management et la gouvernance, qu'il peut apporter une valeur ajoutée dans disons, en termes d'élargissement du réseau de la RAM. Et bien sûr, c'est une entrée qui n'élimine pas le contrôle de l'État. Moi, je crois que je suis pour ça. On peut avoir ce partenaire. Troisième round. Mais pas uniquement la RAM. C'était autour de 30%, c'est pas grave. Oui. Moi, je le dis. Il y a aussi Marsa Maroc, il y a d'autres. Aujourd'hui, je crois que les ports peuvent être, à mon avis, on peut créer des sociétés locales pour la gestion des ports et on peut trouver des partenaires au niveau local. Et l'ANP sera le régulateur, il garde tout ce qui est régalien. L'ONDIA sera le régulateur, il garde tout ce qui est là, mais les ports et les aéroports, on peut avoir autour de 30% jusqu'à 4% des partenaires privés. Et le faire au niveau de l'ONE aussi. L'ONE qui est endetté, qui est engagé, je crois qu'aujourd'hui, qui s'est engagé dans des financements importants avec des retours sur investissement qui sont extrêmement longs. Je dois expliquer. Et avec un enjeu énergétique aujourd'hui qui est très fort, avec une régionalisation d'ailleurs, puisqu'il y a eu la mise en route des sociétés multiservices. L'ONU a déjà choisi ça, donc c'est un choix stratégique. Aujourd'hui, la production de l'eau et la production d'électricité est faite par le privé. Donc l'ONU ne fait qu'acheter. Acheter le mètre cube ou acheter le kilowatt. Donc je crois que c'est déjà. Mais aujourd'hui, la réforme qui est en cours, qui a été décidée en 2020, moi j'étais signataire avec c'est d'avoir l'ONU qui maîtrise la production, bien sûr, sur la base du partenariat public-privé, mais il faut avoir des sociétés régionales qui font la distribution. C'est ce qui a commencé à être fait. Vous saluez, c'est vous la mise en place et le déploiement des sociétés mixtes, des sociétés multiservices régionales qui vont gérer l'eau. Moi j'étais signataire de cette orientation à condition qu'il y a le contrôle de l'État. C'est-à-dire sur le contrôle sur les prix du mètre cube d'eau et du kilowattheure. Il contrôle la qualité, il contrôle aussi les prix. Est-ce que là-dessus, pour vous, il y a une attention, vous dites, vous tirez la tonnette d'alarme de dire attention, parce qu'il pourrait y avoir demain les gens ont peur. Une forme d'anarchie qui pourrait se mettre en place avec fixation de prix du mètre cube d'eau et du kilowattheure. Aujourd'hui, les citoyens, à peu près, je peux dire 5 millions de citoyens ne payent pas le prix de la production. Le prix qui est équivalent du coût de production. C'est-à-dire le juste prix. C'est moins. Non, c'est moins. C'est moins. Ils ne payent pas le juste prix, ils payent en dessous. Tout à fait, moins. Je crois que certaines couches sociales ont besoin d'être accompagnées. Donc on peut revoir le système de prix sans toucher l'aspect social. Mais il y a cette possibilité. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de revoir à la baisse le prix du mètre cube d'eau et d'électricité pour des catégories de population défavorisées, mais que ce soit financé, que ce soit supporté par les classes moyennes, qui sont déjà très exposées à la cherté de la vie? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce risque-là de dire, voilà, je vais alléger d'un côté, mais je vais charger de l'autre? Pourquoi la classe moyenne? Il y a la classe supérieure. Oui. Il y a la classe riche qui peut payer. Oui, aujourd'hui, on a besoin de cette solidarité au niveau national. Aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés qui gagnent beaucoup, il y a pas mal de richards au Maroc, donc on a besoin d'avoir cette logique de solidarité. Ça veut dire que les riches doivent payer plus pour qu'on puisse avoir un équilibre. Y compris sur l'énergie, y compris sur le mètre cube d'eau et y compris sur le kilowattheure. Bien sûr, mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution technologique, on aura les prix, disons, les coûts de production vont baisser. Ils sont en train de baisser au niveau énergétique, au niveau de l'eau. Sauf qu'on était avant à 10 dirhams le mètre cube. Maintenant, 10 dirhams, 13 dirhams. Maintenant, on est en train d'atteindre, je crois, 4 dirhams, 4 dirhams. Donc, c'est pas mal, on a gagné. Mais au niveau de kilowatts, c'est la même chose, surtout avec les technologies énergétiques aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est comment avoir un système qui accompagne les causes sociales, mais aussi il faut avoir un système qui garantit la stabilité de la classe moyenne et on peut avoir des solutions. Nous, au sein de Mubadara, on a organisé un séminaire sur le devenir de la classe moyenne. Parce que la classe moyenne, c'est pas uniquement une comptabilité de millions, ça veut dire c'est combien de millions de personnes. C'est au-delà de ça. La classe moyenne, c'est de l'administration, c'est la gouvernance, c'est le service public. Elle est dans l'économie. Donc, si vous voulez, c'est la pyramide équilibrée de l'économie nationale, mais aussi c'est dans la société, c'est l'encadrement de la société au niveau politique, au niveau social. Donc, je crois que cet équilibre entre la couche sociale diminue et la classe moyenne, on a besoin d'utiliser notre génie marocain, mais on a besoin que les richards
mettent la main dans la poche C'est pour quoi, qu'on puisse... c'est quoi un Richard pour vous? Alhamdoulilah, les Richards, on a pas mal de Richards, c'est des gens qui ont des milliards et qu'on a soutenus, on a donné des subventions, on a donné... On a un système incitatif. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux aussi pour doper le capital, pour qu'ils investissent. Donc, mais on veut faut pas leur faire peur. Mais on veut que... Pour les taxes en plus. C'est au contraire, c'est un appel de solidarité. D'accord. On va les encourager à investir davantage. On va continuer dans cette logique de la préférence nationale qu'on a instaurée depuis 2013 dans la construction industrielle. Il faut les accompagner pour qu'ils puissent investir au Maroc et investir à l'étranger pour qu'ils gagnent plus. Et comme ça, ils vont être solidaires avec leur pays. Troisième round, Al-Mubadara, donc la patrie d'abord, je l'ai dit en préambule. Mais on a oublié le cas social. Je crois qu'on doit faire attention à 3 dossiers qui sont chauds, qui sont d'actualité. Le premier, c'est la jeunesse. Oui. Tu remarques que je suis dans entre parenthèses, la neutralité. Aujourd'hui, quand on voit que jusqu'à 35 ans, on a à peu près 4 millions de personnes, de jeunes, non éduqués, non employés, ni éducation, ni emploi. Ni formation. Ce n'est pas uniquement une question sociale, c'est une question sociale, sécuritaire. C'est l'avenir. Ils seront... C'est la proie de pas mal de fléaux qui existent, si vous voulez, de groupes qui sont... Des groupes mafieux, d'endoctrinement. Bien sûr, mais bien sûr. Moi, je crois que on a besoin... Vous dites ça sur un ton grave. J'ai l'impression que cette fois-ci, parce que je rappelle que c'est Nice, en fait, c'est depuis plusieurs années. Mais est-ce que là, aujourd'hui, vous dites, voilà, attention, vous dites, attention. Sincèrement, oui. Je n'avais pas ce chiffre. Mais aujourd'hui, avec les 4 millions, j'espère qu'on n'exagère pas dans les rapports. 4 millions. Ni éducation. Jusqu'à 35 ans. 1,5 million de 15 à 24... Pour la tranche 15-24 ans. Ça mérite... Ça date pas d'aujourd'hui. Non, c'est un cumul. Oui. C'est un cumul. Nous sommes tous responsables. Et nous devons être tous impliqués pour qu'on puisse apporter des solutions. Deuxième élément, c'est l'eau. C'est vrai, Sa Majesté a lancé toute une politique hydraulique, court terme, moyen terme et même long terme, mais ça ne suffit pas. C'est une politique pour produire, mais on a besoin... C'est pour augmenter l'offre. Tout à fait, mais on a besoin d'une politique pour optimiser l'utilisation. Et quand on voit les chiffres, les indicateurs... Rendre plus cher le mètre cube pour que les populations soient plus sensibles à l'économie d'eau? Non. Aujourd'hui, grosso modo, peut-être les consommateurs vont payer le prix de production, le prix de production, qui est équivalent au coût de production. Moi, je crois que quand on voit les indicateurs, soit 85%, disons 80%, c'est utilisé par l'agriculture. La question qui se pose, l'agriculture est faite pour la sécurité alimentaire. Donc, on parle beaucoup de la souveraineté et la sécurité alimentaire. L'agriculture est faite pour fixer la population rurale et créer la classe moyenne dans le monde rural. Et l'agriculture, moi je crois, il faut qu'on fasse attention. Quelle agriculture nous avons besoin? De quelle agriculture? Ça, c'est pas calé encore. Non, maintenant, on a fait un passage. Oui. Et là, il y a des qualités, il y a des défauts, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. On a besoin de cette réflexion liée d'abord à la sécurité alimentaire. Faire converger le secteur agricole et les cultures avec la disponibilité en eau. Moi, je crois... Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je crois que... Vous savez qu'en Espagne, cette fois-ci, cet été, il y a d'ailleurs un média espagnol qui a sorti cette information, 40% de la pastèque qui a été consommée chez nos voisins ibériques provient du Maroc. Il y a 40%, c'est-à-dire que lorsque la décision a été prise de fermer, par exemple, des hammams et de... Je cite trois exemples. Oui. Il y a un exemple que je viens de citer dans ma dernière sortie médiatique, c'est le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est la famine. Ça, c'est comme ça. Il est taxé comme ça. Aujourd'hui, l'Éthiopie a pu gagner donc, le challenge pour produire mieux, surtout le blé, et aujourd'hui, il est devenu exportateur. Oui, donc c'est un exemple. Ils ont des barrages qui sont compétitifs, qui leur permettent d'avoir de l'efficacité énergétique, d'avoir une énergie aussi qui coûte à un moindre coût, concernant le cas éthiopien. Mais on peut l'avoir. Oui. Mais c'est qu'ils ont utilisé des technologies, ils ont encouragé, donc c'est un cas à militer. À explorer. À explorer. Deuxième cas, il y a des pays européens aujourd'hui qui ne subventionnent pas, qui interdisent même d'avoir des agriculteurs quelque part dans certaines régions parce qu'ils consomment plus d'eau. Troisième cas, c'est certains pays de l'Amérique latine qui ont ouvert, si vous voulez, le marché. Ils n'avaient pas de limite sur l'agriculture, donc il y avait des agriculteurs qui consomment beaucoup d'eau et aujourd'hui ils sont en train de souffrir. Et les sociétés qui étaient installées là-bas, ils sont en train de chercher d'autres terrains
Peut-être qu'ils sont en train de penser à venir chez nous. Donc moi, je crois qu'il faut continuer dans cette réforme de l'agriculture, ce plan de l'agriculture, mais il faut que les objectifs qui étaient définis soient respectés. Je dis sécurité alimentaire, classe moyenne, l'industrie et l'export, mais il doit être mesuré. Et moi, je suis d'accord à ce que encourage les investisseurs marocains à aller ailleurs pour qu'ils puissent investir et on peut les subventionner, les accompagner. Y compris dans le secteur agricole sur le continent. Mais bien sûr. Aller investir dans on peut faire comme les mines. L'investissement agricole. On peut faire comme les mines, on peut faire aussi pour l'agriculture. Troisième round, Al-Mobadara. Donc je rappelle un mouvement citoyen que vous avez créé. Je crois que le congrès constitutif était en décembre. Le 24 décembre 2022. 2022, c'était la veille de Noël, ce qui est la fête païenne. Ou c'était le 24. Et c'était en 2022. Donc c'est la patrie d'abord, si on francise Al-Mobadara. Un mouvement de quelle mouvance? Vous êtes exprimé là-dessus, mouvement citoyen, apolitique. Vous avez même fait une déclaration chez le confrère de Média 24 il y a quelques mois en disant « Tant que je serai en vie, ce mouvement restera apolitique ». Bien sûr. Mais on a envie d'en savoir un petit peu plus aujourd'hui pour ce débat au DJTV Radio pour votre rentrée politique. On se dit, où est-ce que vous voulez aller? C'est quoi la direction que vous souhaitez prendre et amener qui avec vous? J'étais convaincu, je suis toujours, que le Maroc a besoin d'autres plateformes, d'autres dynamiques, autres que les partis politiques, les syndicats, les associations de charité, les associations caractère social et tout ça. J'étais toujours convaincu. Et j'avais lancé même auparavant, avec certains amis, un centre de réflexion et d'accompagnement et d'encadrement. Mais donc j'étais nommé comme responsable dans les... Nommé ministre, vous avez... Et tout ça. Donc j'ai mis ça de côté. On a reporté... Disons, on n'a pas abandonné, mais on a gelé en quelque sorte. Maintenant, je reviens à la charge. On a besoin des dynamiques au niveau social. On a besoin des dynamiques au niveau politique. Et on a besoin des dynamiques au niveau intellectuel. Sauf qu'on l'enclenche comment cette dynamique? Aujourd'hui, il y a à peu près, je ne vais pas exagérer, 80% de l'élite marocaine ne sont pas concernés par les partis politiques, les syndicats. Ils votent peut-être, mais ils ne veulent pas être dans des partis politiques, ils ne veulent pas être dans les syndicats. Mais une grande partie de cette élite est prête à apporter quelque chose pour le pays, en tant que force de proposition, en tant que force d'encadrement des jeunes et d'autres couches sociales. Et je crois qu'il faut qu'on crée ces plateformes, que cette élite trouve donc les moyens pour qu'ils puissent agir. Donc, c'est ça le Mobadara. Est-ce que vous n'êtes pas confronté à une difficulté, c'est d'arriver à convaincre des femmes et des hommes à venir vous rejoindre, compte tenu qu'il y a une forme de démission collective? Mais il y a cette élite, effectivement, il y a un vrai décrochage aujourd'hui vis-à-vis de la vie politique, mais pas que, y compris dans l'engagement associatif. On voit aussi qu'il y a une certaine lassitude. Voilà, ces dernières années, un phénomène d'usure, un manque de renouvellement aussi générationnel. Est-ce que vous n'êtes pas confronté à cette réalité? Ou si on vous dit, c'est Aziz, effectivement, vous avez raison, ou tu as raison, mais nous on est fatigués, on n'y croit plus. Malheureusement, je dois l'avouer, il y a une partie de l'élite marocaine qui a démissionné. Il y a des raisons à ça, il y a des causes à ça. Qui a démissionné, sont concernés par leur sort personnel, par leur famille, et ils ne veulent rien savoir. Pour différentes raisons. Mais il y a quand même une grande partie qui veulent apporter quelque chose à leur pays, qui sont ici au niveau interne et comme au niveau externe, les Marocains résidant à l'étranger. Donc, chaque jour, je reçois des demandes d'adhésion. Chaque jour, j'ai des débats avec des intellectuels, des cadres, des commerçants, des agriculteurs qui veulent apporter quelque chose au pays. Moi, je crois que c'est un appel. C'est un appel à d'autres personnalités pour lancer d'autres dynamiques. Il faut qu'on crée plus de dynamiques, ressusciter Est-ce que c'est un appel que vous lancez aussi à celles et ceux qui, comme vous, ont été ministres à plusieurs reprises, ont eu des responsabilités? Est-ce que vous faites appel à ceux qui ont des capitaux aussi et qui pourraient être des bailleurs de fonds aussi? C'est cela? Moi, j'ai eu des discussions avec des personnalités qui étaient dans la politique, qui étaient dans l'administration, qui étaient des décideurs. J'ai dit, mais il faut qu'on lance quelque chose. En quelque sorte, on était encadré par l'État, on était bénéficiaire de pas mal de choses. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est dans une situation entre parenthèses aisée, mais il faut qu'on réserve quelque chose de nos efforts. Une partie de nos efforts, de nos moyens pour notre pays, on en a besoin. Les 4 millions de jeunes qu'on vient de citer. Les NEET jusqu'à l'âge de 35 ans. Certaines régions qui ont besoin, parce que
On est en train de mettre en place une certaine équité territoriale, mais il y a des régions qui ont besoin de ça, il y a des provinces qui ont besoin d'être accompagnées. L'État a besoin aussi de conseils. Le gouvernement a besoin de conseils. Donc, si on crée plus de dynamique de plateforme pour proposer, pour encadrer, je crois que le Maroc sera... Je l'ai dit précédemment à Eisenberg, vous avez été... Et c'est pourquoi aujourd'hui le Mubadara, alhamdoulilah, s'élargit. Oui. Aujourd'hui, alhamdoulilah, au niveau national. Aujourd'hui, on va atteindre très bientôt 20 représentations dans différents pays à l'étranger, en Asie, en Europe et même en Amérique, et même en Afrique. Alhamdoulilah, on est en train de créer des sections. Et cette dynamique aussi en interne, je sais que vous avez été questionné à plusieurs reprises, et je ne vais pas reposer la question, par des confrères et des consoeurs, parce que je rappelle que vous étiez dans une famille politique, un parti, qui est le Parti Justice et Développement. Je crois que vous avez pris du recul depuis septembre 2021. Je suis revenu à l'origine, moi j'étais dans le domaine associatif. Mais ça c'est toujours marqué sur votre front. Est-ce que effectivement, certaines personnes pourraient se dire aussi, il est intéressant, ce qu'il dit a du sens, mais en même temps, l'appartenance politique qu'il avait précédemment pourrait poser problème. Est-ce que c'est le cas ou pas? On m'a posé cette question-là. D'abord, je suis fier et je suis reconnaissant. J'étais dans une école politique, j'étais bien encadré. Alhamdoulilah, j'ai apporté quelque chose. Je crois que j'étais parmi les personnes qui ont apporté quelque chose. Mais maintenant, je l'ai annoncé depuis bien longtemps, je suis dans le domaine associatif, mais c'est dans un domaine très particulier, c'est tout ce qui est développement et réforme. Et donc, vous dites donc c'est vrai, c'est une étiquette. Parfois, les gens ils disent, est-ce que c'est pas une préparation des manières... Une base arrière, quelque part, et puis voilà... Il y a énormément de questionnements. Mais moi, je crois que la meilleure réponse, c'est la pratique. C'est le terrain. Donc, comme j'ai dit, au niveau du bureau exécutif, toujours c'est ça la question. Quand on va agir, les gens vont avoir plus de confiance. Al-Mubadara, je le disais, c'est plus de 20 mois d'existence. Qu'est-ce qui est prévu là, cette rentrée? Cette rentrée-là d'ouverture. C'est plus de sections, plus si vous voulez, d'antennes au niveau international et au niveau national. Je vous donne un exemple. On touche même les pays scandinaves. Norvège, Danemark, Suède. On touche même certains pays de l'Europe de l'Est, même certains pays de l'Asie, mais aussi on va élargir notre réseau au niveau national. On va toucher toutes les régions. On est aujourd'hui dans 9 régions. On va créer 3, mais on est en train de créer des forums de développement au niveau provincial. Parce qu'on a besoin d'avoir des débats, et surtout lorsque Sa Majesté a lancé le plan concernant les zones montagneuses. Moi, je crois qu'on a besoin d'avoir plus d'actions de proximité au niveau professionnel, surtout les provinces aujourd'hui rurales, à majorité rurale et montagneuse. Donc, je crois. Mais on a certains débats. On va lancer certains débats sur la souveraineté ou la sécurité alimentaire, sur l'eau. Donc des débats thématiques. Sur l'investissement micro, parce qu'aujourd'hui on s'intéresse beaucoup, quand on parle de l'investissement... On dit horizon 2030, donc c'est les stats, c'est les grosses infrastructures, vous, en fait, il y a d'autres sujets plus terre à terre. Mais bien sûr, mais on a aujourd'hui une grande chance de lancer, si vous voulez, une dynamique pour encourager les investissements micro, pour qu'on crée plus d'emplois, on en a besoin, dans le domaine des services, dans le domaine comme j'ai dit, de l'artisanat, dans le domaine du commerce. Donc on a énormément d'emplois, c'est des dizaines de milliers, sinon des centaines de milliers d'emplois à créer si on encourage l'investissement micro. Mais on a d'autres débats sur la classe moyenne, on a des débats sur la couverture sociale, on a et son financement. Donc il y a énormément de débats qu'on va lancer, mais à côté des débats, parce que bien sûr il y a des recommandations j'espère qu'ils vont être bien accueillis. Mais il y a aussi, on va lancer des programmes d'encadrement des jeunes, d'encadrement des femmes porteurs de projets et d'encadrement de certaines populations, comme les handicapés. On a 2,5 millions et ils ont besoin d'encadrement. Donc, je répète, c'est une plateforme neutre, apolitique, pour encadrer et pour proposer. Donc il n'y a pas d'idéologie et par rapport à la thématique Al-Mubadara, c'est la un mouvement de quelle mouvance? L'intérêt général. Nous sommes des Marocains, c'est l'intérêt général. Nous avons notre référence, c'est la Constitution. Donc c'est les constantes de notre pays. Dans le cadre de notre Constitution, dans le cadre des lois qui régissent l'activité des associations, nous allons agir, Inch'Allah. Et nous sommes fiers d'être Marocains. On va défendre les valeurs marocaines, mais d'une manière, si vous voulez, intelligente. On est Marocain, on est fiers, mais on est ouvert. Plus efficace que certains? Plus efficace que certains, mais il y a d'autres qui sont plus efficaces que nous.
Donc, Merci. Donc c'est une compétition entre les acteurs de la société Compétition marocaine. perpétuelle. Merci. Mais on en a besoin. Merci infiniment à vous. Merci pour l'invitation. Ezzelbech, je rappelle, ancien ministre, président de l'association Mubadara, La Patrie d'abord, et conseiller en investissement. Merci de nous avoir accordé cet espace-temps pour votre rentrée et votre rentrée politique. C'est vraiment du ring. Monsieur Deranga, sauf que dans le vrai ring, on a un peu d'eau, mais ici... Ça sera pour après. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.